La semaine dernière, je vous ai présenté un Scientific Day partie 1 avec ce que j'avais trouvé de plus intéressant dans la littérature sur la charge d'entraînement. Je ne vais pas vous la redéfinir ici et maintenant, on va déjà largement reclarifier les choses dans cette partie 2. Mais au fur et à mesure des lectures, je me suis rendu compte d'un truc. Il y a quelque chose qui m'a interpellé. La charge d'entraînement, ça se veut à la base être quelque chose de simple, accessible. C'est un indicateur. Et pourtant, si on reprend la partie 1, la quantité d'outils différents qui existent pour quantifier et comprendre cette charge est immense. Je veux dire, regardez juste ceux que j'ai cités précédemment. Bannister, Foster, avec en plus la contrainte et la monotonie. L'Acute Performance Decrement, Kogan, le ratio charge aiguë, charge chronique. C'est déjà large comme panorama, et pourtant j'ai fait le tri. Quand on utilise certaines applications contemporaines de suivi de la charge, il existe en plus le fitness, la forme, la condition physique, la fatigue court terme, bref. Je sais pas vous, mais moi, et pourtant j'adore les datas, quand je vois tout ça, et je m'y perds, et ça me donne surtout envie de ne jamais m'intéresser à la charge d'entraînement. Et pourtant, je suis pas certain que ce soit la bonne solution, car au final, le concept de charge d'entraînement et son suivi restent pertinents. Il faut juste que j'arrive à faire le tri dans tout ce bazar pour me recentrer sur un ou deux indicateurs simples et clés que je pourrais utiliser. Et je pense que c'est pareil pour vous. C'est avec cette intention-là, de faire le tri, que j'ai cherché un invité pour cette partie 2. Et je suis tombé sur Thierry Busseau. Chercheur en sciences du sport et professeur à l'université de Saint-Étienne, Thierry a passé sa carrière à travailler sur la charge d'entraînement, sa modélisation, ses effets sur la performance, etc. Et a même publié avec le fameux Bannister. Autrement dit, quand j'ai vu son profil, je me suis dit qu'il serait la personne idéale pour mieux comprendre tout ce qui gravite autour de cette notion de charge d'entraînement et comment l'approcher simplement, comment choisir. Alors évidemment, dans cette partie 2, on va pas faire que ça. Que simplifier. Car Thierry, il a aussi des travaux passionnants sur le cumul de la charge et la récupération avant un objectif, sur la relation en U inversé entre charge et progrès, et j'en passe. Donc forcément, j'ai aussi abordé ces sujets avec lui. Et c'est cet échange que je vous propose ici. Je m'appelle Cyril Forestier, je suis entraîneur de trail et pratiquant, mais surtout docteur en sciences du sport. Vous êtes dans Courir Mieux, le seul podcast de trail qui vous aide à progresser grâce à des conseils fiables basés sur la science, et je suis ravi de vous présenter ce Scientific Day partie 2 sur la charge d'entraînement. Avant de commencer, je remercie Suunto, partenaire de Courir Mieux pour la saison 2 du podcast et qui rend la réalisation de cet épisode possible. Suunto, c'est du matériel de pointe pour vos entraînements et vos aventures outdoor. Je suis utilisateur convaincu depuis longtemps et pendant que leur montre vous guide sur les sentiers et dans votre entraînement, avec par exemple le suivi de la charge et différents indicateurs intégrés à Suunto App, cet épisode vous guidera pour encore mieux comprendre ce qu'est la charge d'entraînement. Salut Thierry, comment ça va ? Ça va très bien. Merci beaucoup de m'accorder du temps. C'est super qu'on ait trouvé ce moment pour enregistrer ensemble. Donc déjà, une première fois, je te remercie de prendre le temps de répondre à mes questions sur la charge d'entraînement qui semble être une de tes thématiques de recherche que tu affectionnes. Est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs pour qui éventuellement ne te connaissent pas ? Oui, donc je suis Thierry Busseau, donc je suis professeur au département STAPS à l'université de Saint-Étienne. Donc je suis professeur de physiologie et j'interviens également sur tout ce qui concerne la méthodologie de l'entraînement. Et dans mon idée de recherche, ça fait très longtemps que je travaille sur la modélisation des effets de l'entraînement. Et c'est ça qui m'a amené à m'intéresser à cette question particulière de la charge d'entraînement, de la quantification de la charge d'entraînement. Du coup, je te propose que je rentre directement dans la première question parce que quand j'ai fait la première partie, donc que les auditeurs ont déjà entendu, la partie 1 qu'ils peuvent retrouver en ligne, j'ai remarqué que dans la littérature, il y a eu des débats. Je suis pas rentré dedans dans la partie 1, mais il y a eu des débats sur cette histoire de charge d'entraînement. Et des fois, quand il y a des débats, les chercheurs sont pas d'accord sur la définition. Est-ce que toi, tu pourrais nous dire déjà, selon toi, c'est quoi ta définition de la charge d'entraînement ? Je dirais qu'on pourrait avoir plusieurs définitions. En tout cas, la définition la plus générale, celle que j'avais apprise, moi, il y a très longtemps, et que je donne à mes étudiants maintenant en cours, c'est que l'entraînement, c'est l'ensemble des sollicitations de l'organisme, sollicitations aussi bien d'un point de vue mécanique, physiologique, psychologique, et qui va déterminer toutes les transformations fonctionnelles, donc contribuer à améliorer la capacité de performance. Pour moi, c'est la définition de base que je donne. Cette discussion, en fait, qu'il peut avoir, c'est que c'est une vision assez vague, finalement. L'ensemble des sollicitations, ça veut dire quoi ? Donc, est-ce qu'on met l'accent sur les sollicitations mécaniques, physiologiques ou autres ? Ce qui a amené, donc, à envisager les questions d'évaluation de la charge d'entraînement de façon avec des points de vue différents et qui peut amener ces débats et ces discussions. Mais l'idée, c'est d'évaluer l'ensemble des sollicitations qui vont permettre de transformer les capacités fonctionnelles.
Ouais, donc en fait, un ensemble, la charge, ce serait, si je peux reformuler, c'est un ensemble de stimuli qui va déclencher certaines adaptations, certains processus qui permettent de s'améliorer, par exemple, dans le cadre de l'entraînement. Un ensemble de stimuli qui sont de nature très différente. Donc ça peut être des contraintes mécaniques, des contraintes physiologiques, des contraintes sur le cœur, sur les muscles. Ça peut être aussi toutes des contraintes qui peuvent agir au niveau psychologique. Il faut aussi cette dimension-là. Voilà, donc c'est quelque chose de très très complexe en fait, c'est cette notion de charge, mais qui est incontournable lorsqu'on s'intéresse à la programmation d'entraînement. Et c'est pour ça qu'il y a tous ces débats, et parce que c'est quelque chose d'essentiel, même si c'est pas clairement défini ou c'est quelque chose de très complexe. Quand je me suis intéressé à la charge d'entraînement, de manière générale, on retrouve en fait des grandes méthodes de quantification de la charge d'entraînement, des grands courants. J'ai l'impression que les plus connus, c'est Foster et Bannister. Il y a peut-être aussi Kogan. Est-ce que toi, dans cet environnement et il y en a d'autres sur lesquels on reviendra un peu plus tard, est-ce que toi, dans ce panorama de méthodes de quantification de la charge d'entraînement, il y en a une approche qui te semble plus pertinente? Si oui, pourquoi? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Plus pertinente, en fait, ça va dépendre, parce que comme c'est toujours des méthodes assez simples, quoi. On cherche à simplifier ce concept de charge d'entraînement, et on va chercher à le simplifier pour que ça soit le plus adapté à un cas particulier, à une discipline sportive et aux méthodes d'entraînement qui sont utilisées par l'athlète. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas une méthode universelle. Donc c'est vrai que Bannister, au départ, donc par son modèle, au moment où il a été amené à trouver des outils pour quantifier la charge, il avait proposé une méthode qui lui pensait pouvait être un peu universelle, en utilisant la fréquence cardiaque. Cette méthode il y a quand même pas mal de défauts. Mais si on s'intéresse à des disciplines autres, lui s'intéresse aux disciplines d'endurance. Moi, je me suis intéressé à l'haltérophilie, au lancer de marteau, où là, les méthodes n'étaient pas adaptées. Donc, on est obligé de trouver des méthodes simples, adaptées à la discipline sportive, en fonction des contraintes qu'on va utiliser dans la méthode d'entraînement, adaptées à la discipline, et donc on va adapter les méthodes de quantification. C'est pour ça qu'il n'y a pas une méthode pertinente. Elles sont plus ou moins pertinentes selon les cas particuliers. Et c'est pour ça que les plus connus, ça reste la méthode de Bannister, la méthode des TRIMS, basée sur la fréquence cardiaque, la méthode de Foster, qui est assez universelle. En tout cas, celle-ci s'applique à toutes les activités. Au départ, c'était l'intérêt de cette méthode. C'est une méthode qu'on pouvait utiliser quelles que soient les méthodes d'entraînement. C'était ça la grande force de la méthode de Foster. Et Kogan, qui est très très connu dans le milieu du cyclisme, qui est vraiment adapté aux outils actuels, quoi. Et du coup, au regard de ta réponse, toi, tu ne te verrais pas conclure que, par exemple, Foster est la méthode la plus sympa à utiliser parce qu'elle elle a cette force d'être multisport, etc. T'as pas l'impression qu'elle a une espèce de supériorité par rapport aux autres, justement, de par la diversité des contextes dans laquelle elle peut s'appliquer? En tout cas, c'est son avantage. C'est pour ça que c'est la plus utilisée. C'est la plus utilisée parce que, en fait, quand on trouve pas de méthode adaptée, il y aura toujours celle-ci qui peut être adaptée, utilisée. C'est pour ça que c'est, voilà. Et notamment, dans des cas, c'est là où c'est très populaire, c'est les sports collectifs, où là, on a, dans une séance, donc on peut avoir des différences d'une séance à l'autre, le lanceur qui va lancer ou qui va faire la musculation, déjà, c'est deux choses différentes. Mais dans les sports collectifs, dans une même séance, dans la même journée, il y aura un travail physique, il y aura un travail avec ballon, etc. Donc c'est tellement complexe à analyser que le seul moyen, c'est d'utiliser la méthode de Foster. C'est pour ça que c'est le plus populaire, c'est dans les sports collectifs, où là, on a même une séance unique est déjà très, très variée. Par contre, en méthode Foster, il faut voir aussi les limites. Les limites, c'est le fait de demander, si on veut avoir les charges quotidiennes, ça peut souvent, c'est ce qu'on cherche à avoir, c'est les charges quotidiennes, lorsqu'on va faire un suivi et un bilan sur l'année, etc. Demander de côté par les RPE chaque jour, à chaque séance par les athlètes, au bout d'un moment, est-ce que ça peut perdre de la pertinence? Parce qu'il peut y avoir une lassitude à toujours coter les séances. Donc, c'est un peu le défaut, quoi. Mais sinon, oui, Foster, voilà, c'est la méthode qui peut être utilisée dans tous les cas. Ouais, on reviendra dessus par la suite parce que j'avais des questions un peu plus spécifiques à Foster. Mais déjà, il y en a une sur laquelle je voudrais revenir, si ça t'embête pas qu'on parle encore un peu de Foster. Je suis pas trop rentré dans les détails dans la partie 1, mais en plus, dans la méthode de Foster, en plus de la quantification de la charge elle-même, il propose ensuite deux outils qu'il a appelés la monotonie et la contrainte. Est-ce que toi, tu as une lecture de ces deux outils? Est-ce qu'ils sont très utilisés? J'ai l'impression qu'ils sont un peu en retrait par rapport à la charge elle-même. Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus que moi, j'ai quasiment pas développé ces deux indicateurs?
Foster avait proposé ces deux indicateurs, hein, donc en fait, ils sont très peu utilisés. Moi, j'ai rarement vu d'utilisation, hormis l'étude de Foster. Mais ça a eu le mérite qui est quand même important, c'est que ça a permis à Foster à l'époque de montrer que cette monotonie était un facteur qui avait un rôle sur les effets de l'entraînement. Si l'entraînement est trop monotone, si on répète des charges trop régulières, si l'entraînement est trop monotone, c'est moins efficace que de faire varier les charges. Donc c'est ce résultat en fait qui a été retenu. Hein. C'est l'importance de faire varier les charges d'un jour sur l'autre, hein. Donc d'éviter d'être un entraînement trop monotone, trop plat, où on peut faciliter ce phénomène de surentraînement ou ce genre de choses. Et donc on n'utilise pas ces critères, ces indicateurs qui sont difficiles à interpréter. Mais voilà, quand on parle de l'entraînement, on insiste bien, quand on parle de surentraînement, d'éviter d'avoir un entraînement trop monotone, de faire varier les charges. Et dans le domaine de l'endurance, là qui nous intéresse, ça, notamment, c'était mis en avant, hein, c'était le fait d'alterner des séances un peu dures avec des séances plus faciles, dures, faciles. Donc pour créer des variations, comme ça, quand la séance est dure, on est un peu plus motivé et là on va récupérer un peu. Et donc voilà. Donc ce qui a été retenu, c'est ça, c'est l'importance de faire varier les charges et d'éviter que ça soit trop monotone. De là utiliser son indicateur dans le suivi, non, ça n'a pas été jusque-là parce que c'est lourd et difficile à interpréter. Ouais, c'est ce qui me semblait, que la littérature avait pas trop développé ces indicateurs-là. Si pour les auditeurs, si on veut donner un exemple d'un entraînement qui serait monotone, ce serait quoi un bon exemple? Quelqu'un qui, par exemple, juste s'entraîne en endurance et fait des footings tous les jours? Oui, tu aurais la même type de séance, la même séance tous les jours. Alors pour éviter la monotonie, il y a deux choses, hein. C'est-à-dire qu'on peut avoir, disons, la même charge en faisant varier les plaisirs. Donc déjà, pour une même chose d'entraînement, on peut mettre un peu de variation dans la séance pour pas que toutes les séances se ressemblent. Et l'autre point, c'est de varier les charges élevées et les charges basses dans une semaine, d'éviter de faire plusieurs jours consécutifs des charges élevées, mais d'alterner. Donc ça, c'est souvent conseillé d'alterner une séance difficile avec une séance facile pour faciliter la récupération. Et puis, pour trouver un petit peu de jus, on va dire, pour faire la séance dure la suivante. D'ailleurs, ça c'est un des points sur lesquels les auditeurs pourront aller écouter mon échange avec un collègue de ton laboratoire, Laurent Messonnier, où on avait déjà abordé en partie cela. Pour les auditeurs, l'épisode est disponible en ligne. J'ai un peu la même question si on sort de Foster 2 minutes. Il y a un autre indicateur que j'ai trouvé intéressant à discuter, c'est ce qu'ils appellent le ACWR, donc c'est Acute Chronic Workout Ratio, si je dis pas de bêtises pour l'acronyme, qui est censé représenter un ratio dans la charge d'entraînement entre charge aiguë et charge chronique. Est-ce que toi, tu crois que ça, c'est un indicateur qui est intéressant? Il y a beaucoup de littérature sur si ce ratio il est équilibré. Donc en fait, s'il n'y a pas de pic aigu par rapport à une charge chronique, on évite les blessures. Est-ce que tu partages ce constat? Est-ce qu'au contraire, avoir des fois des pics aigus, ça peut être intéressant selon toi? Il y a plusieurs choses. Ta question, déjà. Déjà, ce ratio, donc c'est Gabet et son équipe qui avaient montré ça. Mais ils avaient montré, en faisant une étude épidémiologique, donc il y a des preuves expérimentales qui sont importantes, que c'est vrai que pendant longtemps, on insistait beaucoup sur les charges élevées qui favorisaient ce risque d'avoir une blessure. Et lui, ce qu'il a montré, c'est qu'il pouvait avoir une zone optimale. Donc une zone optimale, c'est-à-dire que le fait d'augmenter les charges, il y a un effet protecteur. Donc les charges élevées, ça dépend pour qui? Ça dépend de son expérience passée. Et donc, ce qu'il a mis en avant, c'est qu'il y avait une zone optimale où l'entraînement est relativement équilibré, on va dire, avec certaines limites. Si on s'entraîne trop, c'est-à-dire si on augmente trop vite les charges, ce ratio va augmenter. C'était corrélé avec un nombre de blessures plus important, donc un risque de blessure plus élevé. Mais par contre, si on s'entraîne moins, on perd cet effet protecteur. Et donc, même dans le bas, on peut aussi avoir un risque. Donc voilà, ce qu'il a montré, c'est qu'il y avait une zone optimale. Et donc, la conclusion, c'était on peut bien sûr faire varier les charges, mais pas trop vite quand on augmente. Et si on diminue, pas trop longtemps, parce qu'on va perdre l'effet protecteur. Donc ça, c'était une idée, un concept vraiment important dans le domaine. Et ce qu'il a donné, c'est des ratios, justement, si on mesure la charge d'entraînement, donner les ratios qu'il faudrait respecter. Alors, est-ce que ces ratios... en tout cas, l'idée... c'était intéressant. Puis il avait montré à travers une étude épidémiologique, c'est ça qui est essentiel. Mais ces ratios, est-ce que ces ratios sont les mêmes, quelle que soit la méthode de quantification des charges? Lui, il avait fait ça sur des joueurs en sport co. Et il avait utilisé la méthode de Foster pour la charge. Est-ce que on peut
utiliser les mêmes ratios si on utilise une autre méthode de quantification des charges dans une autre discipline? Ça, c'est une question. Donc, le principe, je pense qu'il est cohérent et logique. Mais d'utiliser un ratio comme ça de 1,2, 1,3, 1,4 qu'il ne faudrait pas dépasser, etc., est-ce que c'est le bon ratio dans une situation différente? Et le reproche qui avait été fait, c'était aussi sur ce calcul, c'est que donc l'aigu, c'est la moyenne de la dernière semaine, et le chronique, en fait, c'est que les 4 dernières semaines. Donc c'est vrai que c'est un peu court, hein, et il y a aussi tout l'historique d'avant qui pourrait jouer. Et puis, ce qui est fait la dernière semaine est inclus dans ce qu'on fait dans les 4 dernières semaines, quoi. Donc voilà, donc il y a des critiques comme ça en disant, oui, il y a un truc bizarre dans la façon de calculer. Mais bon, ça n'empêche pas que ça reste pertinent. Et il faut avouer que dans les disciplines des sports co en milieu professionnel, le staff médical utilise ce genre de technique, hein. Alors, ils n'utilisent peut-être pas forcément les ratios qui sont donnés par Gabet, hein, et ça, ils ne publient peut-être pas les résultats, mais ils ont tous des stratégies de ce type, hein, c'est-à-dire, on voit bien que dans les sports pro, en sport co, en foot et en rugby, il y a une gestion des temps de jeu en fonction du risque de blessure. Le staff médical, notamment lors des reprises, lors des phases de reprise, il donne des ordres de grandeur sur comment reprendre et pas trop vite pour éviter la récidive. Voilà. Donc ces choses qui sont gérées. Or, comment ils le gèrent, donc je pense qu'ils ont calculé leur propre ratio, ce genre de choses. Mais ils ont l'idée, le principe qu'il y a derrière, c'est très utilisé, on va dire, dans les sports co. Mais doit utiliser les ratios donnés de 0,8 à 1,2 ou je ne sais plus les valeurs précises dans un cas très différent. Il faut peut-être être un peu prudent, quoi. En fait, peut-être que, et tu me corrigeras si tu n'es pas d'accord avec moi, peut-être qu'un intérêt de ce ratio, ça peut être de prendre des décisions dans des moments de doute. Par exemple, je fais un trailer, j'ai fait 3 semaines d'entraînement, j'ai fait un affûtage, j'ai fait une compétition, je vais reprendre. Est-ce que je reprends à telle intensité ou est-ce que je fais une semaine plus light? Je peux regarder mon ratio, par exemple, le ratio sur les semaines-là, et là dire, OK, j'en suis là avec ce ratio-là, peut-être que ça vaut le coup de lever le pied, ou peut-être qu'il y a plein d'indicateurs qui me font dire que ça va. Donc pas au quotidien, pas tout le temps, mais des fois. Du coup, le surveiller, ce ratio, ça te semble cohérent ce que je dis? Ah oui, pour moi, ça reste cohérent. Donc même si il n'y a pas une certitude en restant dans cette zone, hein, du ratio, qu'on va pas se blesser, hein, donc il n'y a aucune certitude, hein. C'est un risque, hein, c'est une probabilité, hein, mais même si les ratios idéales, il faudrait faire une étude biologique sur un grand nombre de trailers on n'a pas les moyens de le faire, donc mais sinon ça a moyen de contrôler. C'est vrai que c'est une coupure un peu longue, plutôt que pour essayer de monter progressivement avant d'atteindre des charges un peu plus élevées. Ça peut servir d'un guide, hein, pour éviter de monter trop vite, quoi. Donc, plutôt qu'aller trop vite et risquer de se blesser, il vaut mieux prendre ses ratios, même s'ils sont un peu peut-être incertains. Et voilà, ça sert un guide qui reste intéressant. Ouais. Et puis peut-être que ce ratio, il y a de la variation individuelle, il y a de la variabilité interindividuelle. Peut-être que ce ratio de 1,2 pour moi, c'est le mieux, et puis pour quelqu'un, c'est 1,3 ou 1,4. Quand je parle d'études épidémiologiques, hein, c'est le nombre de blessures sur un grand nombre de joueurs. Et chaque joueur est plus ou moins sensible à ce risque de blessure. Donc ça aussi, c'est une unité. Ouais, ça me fait penser aux travaux dont j'ai discuté dans la partie 1 qui parlent vraiment, il y en a plusieurs, je crois que c'est surtout l'équipe de Impellizzeri qui insistait sur l'idée de relation en U inversée et qu'il y a une fenêtre optimale qui bouge en fonction des individus, mais également en fonction de soi-même au cours du temps, quoi. Est-ce que j'avais une question qui peut-être te paraît bête, parce que la charge d'entraînement, depuis tout à l'heure, on parle de comment est-ce qu'on la calcule après une séance, donc avec la fréquence cardiaque réalisée dans la séance, avec l'évaluation de la perception de l'effort pendant la séance. Est-ce qu'il est possible, selon toi, de prédire la charge d'entraînement avant des séances pour, là, du coup, plutôt pour les coachs qui m'écoutent, plutôt que pour les coachs qui font des plannings? Est-ce que je peux me dire, OK, cette semaine va être à tel niveau de charge pour l'individu, plutôt que de faire, par exemple, le constat a posteriori que la charge était à tel niveau? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il existe des méthodes qui sont fiables pour prédire la charge plutôt que pour la subir une fois qu'elle a été réalisée par l'athlète? Pas des méthodes fiables, sur la fiabilité, on pourra en discuter, mais en tout cas, c'est un point essentiel. C'est un point essentiel, c'est-à-dire que dans le processus d'entraînement, on va bien sûr planifier les séances en fonction des charges qu'on vise, et on va utiliser les indicateurs au cours de la séance pour vérifier que le résultat correspond à ce qu'on voulait faire. Donc ça, c'est la démarche qu'on a classique dans le processus d'entraînement. On planifie et on vérifie que ce qu'on a planifié est bien réalisé. Sur la fréquence cardiaque, on va vérifier que c'est bien réalisé
parce qu'on va mesurer la fréquence cardiaque au cours de la séance, mais quand on va planifier la séance, on peut éventuellement planifier la séance en disant, aujourd'hui, on va courir, 1 heure à tel niveau de fréquence cardiaque pour être, en dessous du premier seuil, entre les deux seuils, ou bien on fait une séance un peu de fractionner pour travailler VO2 max. On va dire, la séance, il faut qu'on soit à peu près à plus de 90 ou 95% de la fréquence max. Donc, on peut planifier en fonction d'objectifs sur ce critère qu'on va mesurer pendant la séance pour vérifier qu'on est bien dans les clous et éventuellement réajuster. C'est pour ça que ce que le papier là, d'une piste de tu mentionnais, quand il distingue charge externe, charge interne, en gros, il distingue surtout qu'est-ce qu'on planifie et qu'est-ce qu'on réalise réellement. Donc, derrière ces notions de charge interne, externe, il y a bien ça. Mais sinon, ça, c'est incontournable. Et si les travaux qu'on fait là sur sur l'utilisation des effets de la charge d'entraînement, si on donne des recommandations aux entraîneurs, ou bien qu'on donne des recommandations sur ce qu'il va planifier. Pour ça que Foster, à la limite, c'est un peu ça, quoi. Foster, c'est très bien pour faire le suivi, mais comment dire à quelqu'un d'aller faire une séance pour être à RPE de 7, 8, 9 à la fin d'une séance lorsqu'il va l'attaquer. Donc ça, l'RPE, là, par contre, dans le domaine de la planification, c'est pas adapté. C'est pour ça que, par contre, un objectif de fréquence cardiaque, un objectif de vitesse lorsqu'on va courir, de puissance lorsqu'on est sur son vélo, on peut le prévoir, le planifier, et on vérifie que ça a été réalisé. Hein. Donc c'est que Foster là qui n'est pas adapté à ce système de planifier et vérification. En parlant de la méthode Foster d'ailleurs, qui se base sur des sensations, est-ce que vous saviez que l'effort est évalué comme plus difficile, plus fatigant, avec du matériel sportif inconfortable, instable, lourd ou trop chaud? Il y a des études sur le sujet dans différents contextes sportifs et je me suis dit que c'était le bon moment dans cet épisode pour vous parler du partenaire de la saison 2 du podcast, Wise. Wise, c'est une marque créée par et pour des ultra-trailers avec un objectif au cœur de leur réflexion, proposer des équipements durables, légers et confortables pour qu'on puisse se concentrer sur l'entraînement et le plaisir de courir. Un exemple qui me vient en tête, c'est leur gamme Ultra, avec par exemple le short et le t-shirt Ultra qui sont légers, confortables et qui s'oublient complètement à l'utilisation. Moi en tout cas, j'aime particulièrement ce type de matériel avec lequel je fais qu'un pour me concentrer sur l'essentiel, mes sensations, mon effort et l'environnement, évidemment. Donc je vous invite à aller les découvrir sur le site de Wise, le lien est en description. Mais revenons à cet échange avec Thierry, parce que je me pose une question sur le trail spécifiquement et j'aimerais bien qu'il y réponde. J'aurais voulu te poser la question du cas du trail, qui représente quand même rezoomer un peu dans le contexte du trail avant de passer plus spécifiquement sur tes travaux à toi. Parce que en fait, dans le trail, on est quand même dans un sport où, dans les autres sports aussi, mais il y a quand même une multiplicité de facteurs qui peuvent influencer la charge. Si je prends une séance de trail elle-même, on va avoir des contraintes au niveau cardiovasculaire, donc la fréquence cardiaque va être super adaptée. Mais il y a également des contextes de descente avec des charges excentriques où la fréquence cardiaque, je peux descendre à être à 120 BPM, 130 BPM, donc c'est plutôt bas. Mais en fait, avoir des dommages au niveau musculaire, des contraintes musculaires qui sont super élevées. Comment est-ce qu'on peut, pour les trailers, gérer le fait que justement, tu as une multiplicité de facteurs qui influencent la charge et que, par exemple, là, dans ce cas-là, la fréquence cardiaque, elle va pas être parfaitement adaptée? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces méthodes, au départ, donc, sur la fréquence cardiaque, étaient adaptées pour l'endurance parce que ça s'intéressait aux nageurs, aux cyclistes, aux coureurs à pied, mais qui ne cherchaient pas forcément des gros dénivelés. Donc, ces méthodes qui sont, c'est très forte simplification. Et on arrive des fois à des situations comme le trail où ces simplifications elles sont plus cohérentes. Mais avant le trail, mais déjà, si on raisonne que sur la fréquence cardiaque, le coureur à pied qui va faire une sortie vélo, si on raisonne que sur la fréquence cardiaque, on pourrait avoir des charges identiques pour des séances, alors qu'une séance sur vélo, n'étant pas spécifique à la course à pied, ce sera moins efficace, ça. Donc, on a également ce souci, donc on sait qu'on fait des erreurs à la fréquence cardiaque. Pour le trailer, c'est, donc là, comme tu le dis, ça c'est un point essentiel, c'est un point essentiel, surtout que c'est des éléments qui sont planifiés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va chercher du dénivelé. Donc, si dans la planification, on prévoit d'aller chercher du dénivelé parce que c'est essentiel pour la préparation, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte dans la planification et dans le raisonnement sur la charge d'entraînement. Alors, comment faire? Ça, c'est bon. Une fois qu'on a fait ce constat, on n'a rien fait. Hein. Donc, comment trouver une solution? Soit on cherche des méthodes très très compliquées, des équations compliquées pour mettre de la fréquence cardiaque, du dénivelé ou autre.
Moi, ça me paraît un peu illusoire de trouver une solution. Ce qui est souvent fait, c'est quand on va suivre, on va pas suivre la charge, on va suivre différents éléments qui caractérisent la charge d'entraînement. Donc, c'est-à-dire qu'on va suivre le nombre d'heures d'entraînement, le travail à haute intensité, et on va regarder dans la séance le dénivelé qui a été réalisé. C'est-à-dire que là, à un moment donné, on peut plus trouver une solution correcte, on va dire, pour avoir dans une grandeur unique une charge dans une unité donnée. Et donc, on va être obligé de suivre plusieurs indicateurs. Et c'est ça qui va compliquer l'analyse. On va faire des tableaux de bord avec plusieurs indicateurs, et on va être obligé de trouver les indicateurs les plus pertinents. Ouais. Ou peut-être que dans ce cas-là, par exemple, Foster, c'est là où, par exemple, Foster gagne en pertinence, là où dans d'autres contextes, par exemple, Bannister sera plus intéressant parce qu'on n'a pas cette contrainte mécanique supplémentaire. Donc, je voulais dire, c'est qu'il y avait une autre limite, ça, c'est-à-dire que quand on calcule une charge, on calcule une charge unique, et peut-être que l'avenir, ça sera de mieux gérer différents indicateurs, c'est-à-dire pas un seul indicateur, la charge, mais plusieurs indicateurs. Dans le domaine d'endurance, chez corps à pied, voilà, c'est de plus en plus, c'est ce qui est fait, c'est ce qui est regardé, c'est pas la charge unique, mais c'est de regarder la charge, comment elle se répartit dans différentes zones d'intensité pour voir comment elle est distribuée. Alors, on va regarder 30% à faible intensité, 30% à intensité moyenne, etc. Donc, du coup, on va avoir un indicateur du volume total et des indicateurs sur la répartition par zone d'intensité. Plutôt que de voir faire une charge en disant, la même charge, ça peut être, 1h30 intensité moyenne ou un peu plus court intensité plus haute. Et du coup, on ne sait pas la part de l'intensité du volume, et de regarder tous ces indicateurs. Et dans le cas du trailer, il faudrait rajouter peut-être un indicateur supplémentaire qui serait le dénivelé de la séance. Et moi, j'irais encore plus loin, mais bon, on n'a peut-être pas les moyens de le faire. Ça serait de regarder le temps passé avec des pourcentages de montée plus ou moins élevés. Dans une séance d'1h30, combien de temps on a passé avec, une pente supérieure à un certain seuil. Mais bon, est-ce qu'on a les moyens de mesurer ça et de pouvoir le quantifier? Ça, c'est une autre histoire. Donc, dénivelé cumulé, ça reste comme un bon indicateur. Est-ce que je peux te demander pourquoi est-ce que tu penses qu'il y a un intérêt à quantifier cette charge en fonction du pourcentage de pente? Si ce dénivelé, je sais pas si c'est une pente douce sur une distance longue ou des grosses côtes par moment, je pense que c'est pas la même contrainte. La même contrainte. Et je pense que sur une course, je sais pas, je suis pas trailer, loin de là, mais je pense que en fonction du profil d'une course, on peut pas se préparer de la même façon si c'est des pentes progressives ou si il y a des passages très durs où on se casse les pattes et puis on a du mal à repartir derrière. Donc, s'il y a ce genre de notion, disons, si elle est importante, ça à vérifier. Mais si c'est quelque chose qui est important dans la préparation, parce que c'est les éléments qu'on va prendre en compte dans la préparation, à mon avis, ça doit être intéressant d'en tenir compte dans le suivi. Moi, dans mes expériences passées, quand je parlais avec des entraîneurs d'une discipline, moi, je leur demandais qu'est-ce qui est le plus important dans la planification et donc qu'est-ce qu'il faut prendre en compte quand on va quantifier, etc. C'est l'entraîneur qui dit les points essentiels, quoi. C'est pas le scientifique qui est habitué à travailler des données qui va dire il faut faire comme ça. Si on passe à côté des choses importantes, ça ta faute. J'ai un point qui me vient en tête qui découle directement de ce que tu viens de dire, mais également la technicité du terrain. J'ai l'impression que évoluer sur 1000 mètres de dénivelé, par exemple négatif, sur une piste forestière large, très facile à courir, ou au contraire dans un sentier extrêmement technique, il y a une charge physique supplémentaire déjà, mais il y a une charge également, je trouve, mentale, j'aurai une question un peu plus tard là-dessus, mais une charge mentale en termes de sensation d'être en prise, parce qu'on ne peut pas relâcher l'attention une seconde, qui fait qu'en fait, la même valeur objective, 1000 mètres de D- sur 5 km par exemple, en fait, c'est pas du tout pareil en termes de ressenti. Après, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'on va faire le suivi. Si on a trop d'indicateurs, on va avoir le tableau de bord, avoir, la moyenne sur une semaine, sur un mois, pour analyser, la saison passée, pour voir où il aurait pu avoir une erreur et essayer de corriger. Si on a trop d'indicateurs, ça devient difficile d'analyser. C'est le souci. Donc, il faut arriver à trouver des bons indicateurs, puis essayer de résumer ça en gros. Mais si c'est un point essentiel, il faut ça aussi une chose à prendre en compte. Après, l'autre démarche qu'il va avoir, mais bon, c'est pas mon domaine. C'est pour ça que beaucoup de gens, maintenant, ce qu'ils font, c'est ils ramassent un maximum de données sur une saison, et ils vont utiliser des techniques type machine learning pour sortir par ces traitements, essayer de trouver des modèles qui prennent en compte ce qui est le plus pertinent au vu des résultats. Et du coup, c'est une espèce de boîte noire et on n'arrive plus à comprendre
pourquoi en dosant tel truc, un peu plus, un peu moins, tel moment, etc. C'est de boîte noire. Mais voilà, c'est aussi un moyen de faire, c'est qu'on met toutes les données, le maximum, et on fait sortir ce qui est plus pertinent par des algorithmes, ce genre de choses. J'écoutais récemment, pour les auditeurs, un podcast de France Inter, Le Code a changé, qui est une excellente émission qui parlait de ça dans le football, de maintenant l'apparition de l'IA, des machine learning dans le football, où ils collectent des quantités de données gigantesques et maintenant ils mettent tout ça à un endroit et ça fait plein de trucs magnifiques. Mais bon, là, on s'écarte peut-être un petit peu de ce qui nous intéressait. Non, parce que c'est la logique de vouloir prendre en compte de plus en plus d'indicateurs. Si on a les outils pour les mesurer, on va remplir les ordinateurs de plein de données et qu'est-ce qu'on en fait? Donc pour les traders, peut-être dans quelques années, on aura les outils pour avoir toutes ces données. Bon, peut-être pas tout de suite, mais il n'y a pas les enjeux financiers que dans le foot. Donc, Je voudrais maintenant aborder un point qui m'intéresse vraiment beaucoup et la raison pour laquelle je t'ai contacté. Sur ton site, sur ta présentation, sur ta page de ton université, tu présentes les travaux sur lesquels tu avances et qui concernent la charge d'entraînement. Et il y a une phrase, il y a 2 ou 3 phrases qui m'ont marqué. Je te propose de te présenter la première. Tu as écrit « La fatigue cumulée avec la répétition des séances dans un programme d'entraînement est plus complexe qu'une simple addition des effets de chaque séance à cause de l'altération de la capacité de récupération. » Donc en fait, tu sous-entends que, si je vulgarise, et tu me diras si je me suis trompé, si je vulgarise pour les auditeurs, la séance 1, la charge de la saison, si je fais la séance 1 et la séance 2, la charge de ces 2 séances, c'est pas juste charge séance 1 plus charge séance 2. C'est plus complexe que ça. Est-ce que j'ai bien compris? Et est-ce que tu peux nous parler de ces travaux-là? Oui, en fait, l'idée, c'est que mes travaux qu'avait commencé Bannister, donc c'était Eric Bannister qui avait commencé. Moi, j'ai continué sur ce chemin. C'est sur des modèles des effets de la charge sur la performance. Donc là, on est sur les effets de la charge. Et les effets de la charge, donc, est basé sur l'idée que les charges vont permettre, bien sûr, d'augmenter les capacités fonctionnelles. Mais s'il faut gérer la charge, il faut tenir compte de la fatigue induite par ces charges. Le modèle de Bannister, il partait sur un modèle simple. La fatigue induite par la charge est proportionnelle à la charge. Et quand on va s'entraîner et répéter les charges d'entraînement, tout ça, ça va s'ajouter progressivement. Moi, j'avais fait le constat que les résultats obtenus n'étaient pas très réalistes et qu'il fallait prendre en compte le fait que une charge donnée, si on fait une séance, on peut bien la récupérer. Si on répète 2 jours de suite, c'est là que ça commence à tirer. Si on répète 3 jours, etc. Donc, ça veut dire que c'est le fait de répéter les charges avec des temps de repos courts entre 2 charges qui fait qu'on va se fatiguer parce qu'on va avoir plus en mal de récupérer si on n'a pas entièrement récupéré des charges précédentes. Donc, il y aura accumulé de la fatigue, qui n'est pas une simple addition, c'est des échelons de charges et des temps de récupération entre 2 charges qui vont amplifier ou au contraire permettre de récupérer dans la période d'affûtage. Et tout ça, ça avait été fait justement pour étudier ce problème de l'affûtage. Et ça, c'est cette notion-là, qui est une physiologie qui est connue. L'effet sur l'entraînement, on sait, c'est lié à un déséquilibre entre les charges et les temps de repos entre les charges. Donc ça, c'est quelque chose qui était connu. Mais ça, on essaie de le traduire, donc Bannister, puis moi par la suite, par des modèles mathématiques pour essayer de l'objectiver et d'aller plus loin pour voir comment optimiser les périodes d'affûtage. Est-ce que selon toi, si j'extrapole un petit peu ce que tu viens de dire, est-ce que selon toi, ça veut dire que quand on approche la quantification de la charge, quand on approche des séances qui vont s'enchaîner, comme tu dis, donc par exemple 2 séances la même journée, ce qui est le cas de beaucoup d'athlètes, est-ce qu'il faut, selon toi, approcher ces séances-là dans leur planification différemment de lorsqu'on met les mêmes 2 séances, mais par exemple 2 jours d'affilée? Est-ce que c'est ça que tes travaux y mettent en lumière comme questionnement? Non, parce que là, on va avoir une approche peut-être un peu différente. C'est-à-dire qu'on va regarder comment doser, quand on fait 2 séances dans la journée, combien de temps il faut les espacer. Donc il faut récupérer aussi en mangeant un petit peu, peut-être, etc. Il va y avoir d'autres enjeux. Là, ce que je viens de dire, c'était surtout pour étudier la période d'affûtage. En gros, avec le modèle de Bannister, on arrivait à quelque chose qui n'était pas tout à fait correct, c'est-à-dire une période d'affûtage qui était l'optimum était constant. Quoi qu'on fasse, il fallait s'affûter pendant 2 semaines, etc. Alors que ça ne correspond pas à la réalité, ça va dépendre du niveau de charge qu'on avait avant.
Et donc ça, c'était surtout pour étudier ça, c'est comment optimiser sa période d'affûtage, donc la réduction des charges pour avoir le pic de forme en fonction de ce qui avait été fait avant. Donc c'était plus une logique d'utiliser ces modèles. Alors, ces modèles ont été surtout utilisés pour l'affûtage et donc avoir donc des recommandations sur l'affûtage qui soient un peu plus pertinents en introduisant dans le modèle ce genre de choses. Mais voilà, on peut pas extrapoler ça sur d'autres situations très différentes où là, on est obligé d'avoir une approche, soit on utilise des modèles différents, ou alors une approche peut-être plus physiologique ou genre pour vraiment répondre aux questions. Ok, ça va. C'est plus clair. Donc, c'est plus adapté à la phase de préparation, les dernières périodes de préparation à un objectif. Donc, c'est vrai que des fois, on fait des critiques sur les modèles qu'on a pu développer parce qu'on essaie de l'utiliser dans des situations autres. Et c'est pas construit pour ces autres situations. Il y a un autre point que tu mettais en avant dans tes travaux. Tu écrivais que la modélisation des réponses à l'entraînement, donc les effets de la charge sur les progrès, globalement, elle montre que la fatigue cumulée affecte la relation dose-réponse, qui peut être quantifiée sous la forme d'une relation en U inversée. Est-ce que tu peux nous parler aussi de ça, de cet axe de recherche-là que tu as creusé, ou des résultats que tu as eu dans cette... En fait, c'est cette relation, hein, c'est le point essentiel là, du modèle que j'ai développé donc, il y a une vingtaine d'années, hein, donc ça commence, c'est plutôt jeune. Hein. Donc, si on regarde les progrès en faisant des charges régulières, hein, le modèle de Bannister, hein, c'était une relation linéaire. Hein, c'est-à-dire que si tu doubles les charges, tu doubles le gain de performance, tu multiplies par 10 les charges, tu multiplies par 10 le gain de performance. Hein. Donc, relation linéaire qui est pas réaliste. Hein. Et donc, ce que j'avais mis en avant, donc, avec le modèle que j'ai développé, là, donc, en 2003, donc, oui, ça fait peut-être 20 ans maintenant, et le fait d'avoir introduit cette notion-là, donc, le fait de rapprocher des charges d'entraînement, on va avoir un effet d'amplification de la fatigue, ben, ça va se traduire lorsqu'on s'entraîne régulièrement, ben, une relation qui va pas être linéaire entre la charge moyenne et le gain de performance. C'est-à-dire qu'au moment, la fatigue va être tellement importante qu'on va avoir cette de régression. Et donc, j'avais mis ça en avant pour dire que ce modèle, en fait, c'est un modèle que j'avais appelé dose-effet variable, c'est-à-dire que une même charge d'entraînement, son effet va dépendre de ce qu'il y a eu avant, donc effet dose variable, et qu'à cette incidence d'avoir une relation U inversée. Alors, donc voilà, qui correspond plus à une réalité. Mais pour être franc, c'est que cette relation, c'est quand on s'entraîne régulièrement de la même façon. Alors, on ne s'entraîne jamais toujours de la même façon. On fait varier les charges, hein, on va pas augmenter les charges puis les réduire avec l'affûtage. Donc la relation est encore bien plus complexe que ça. Donc c'est une petite simplification pour bien montrer que ce modèle tient en partie compte de cette relation U inversée hein, qu'on connaît bien et qui était un plus par rapport au modèle précédent. Voilà, c'était une façon mais cette relation encore plus complexe. Parce que si on sort de l'optimum et qu'on y revient parce qu'on fait l'affûtage, ben on va dépasser en fait le maxi. Donc c'est pour ça que il faudrait voir comment on peut, dans la relation U inversée, comment on arrive à naviguer. Hein, c'est-à-dire qu'on peut aller trop loin, mais quand on revient, on sera plus haut que le maximum. Hein, c'est pour ça dans l'entraînement, ben, on a des périodes de surcharge, pas trop longtemps, quelques semaines, et après on va réduire pour avoir le pic de forme au bon moment. Et c'est ça qu'il faut arriver à bien appréhender hein, pour vous trouver les bons programmes d'entraînement. Pour les auditeurs qui sont intéressés, il y a un épisode qui est disponible en ligne dans le podcast avec Laurent Bosquet sur l'affûtage, peut-être avec qui tu as collaboré. Il avait fait une méta-analyse hein, sur tous les sports d'endurance, voilà, qui reste cité. Moi, j'ai encore cité hier en cours. Voilà, c'est la référence incontournable dans le domaine de l'affûtage dans les sports d'endurance. Dernière question que je voulais te poser sur tes axes de recherche. La troisième phrase, on va dire, dans ton profil qui m'avait intrigué, c'était que tu avais travaillé sur comment optimiser la réduction des charges pendant la période de préparation finale avant une compétition. Donc, comment optimiser les charges pendant la compétition. Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu as mis en avant dans cet axe de recherche-là ? Alors, quand je parle de modèle, hein, donc on cherche en fait une équation mathématique hein, qui permettent d'établir la relation entre donc les charges d'entraînement. Alors, quand j'ai charges d'entraînement, hein, c'est le profil des charges, hein, sur toute une saison. Hein, alors, on prend toutes les charges quotidiennes, hein, on tient compte. Mais on applique le modèle, une équation, c'est une chose, mais il faut la paramétrer. C'est-à-dire qu'il faut trouver des paramètres qui permettent de décrire les variations des performances à partir de ces charges. Et quand on fait la modélisation, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va suivre l'entraînement d'athlètes. On va non seulement mesurer les charges, mais on va mesurer la performance réelle.
Et à partir des mesures de la performance réelle, on va appliquer le modèle pour identifier les paramètres spécifiques à cet athlète. C'est ce qu'on a fait donc chez des nageurs ou chez d'autres. Donc, c'est suppose de suivre également la performance. Et une fois qu'on a paramétré le modèle avec des données individuelles de l'athlète, c'est ça qui va permettre de faire ensuite des simulations. Donc, bien sûr, une simulation qui va être spécifique aux athlètes qu'on a étudiés et à la discipline qu'on a étudiée, pour voir comment, quand on fait varier les charges en théorie, en faisant ces simulations, comment on arrive à peut-être améliorer la performance. C'est ce qu'on a fait pour essayer de voir comment optimiser l'affûtage en partant donc de ces données recueillies chez un groupe de nageurs. Alors, c'est vrai que le point qu'il faut toujours noter, c'est que ce qu'on obtient avec ces paramètres-là, c'est donc spécifique au groupe d'athlètes qu'on a étudié, donc ce groupe de nageurs. Donc, si on dit qu'il faut réduire de 40% les charges, ça sera peut-être plus ou moins pour une autre discipline ou pour des nageurs d'un autre niveau. Donc ça peut être les limites de cette approche. Mais c'est ça, les modèles, c'est pour... On va jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on l'applique avec les données qu'on va recueillir, en ajoutant la performance, pour identifier les paramètres et faire des simulations et pouvoir faire éventuellement des recommandations sur... là, c'était sur l'affûtage. Est-ce que tu penses qu'il y a pour les modèles que tu as développés, est-ce que tu penses qu'il y a un futur dans le milieu, dans le milieu tout public? Parce que là, en fait, on parle de modèles qui sont très complexes. Est-ce que tu penses qu'il y aura un aboutissement de ce genre de questionnement à travers, par exemple, des applications où les athlètes rentreraient leurs données et ça va leur simuler comment est-ce qu'ils devraient moduler leur charge d'entraînement pour arriver en forme le jour J? Il y a déjà des choses qui existent, c'est-à-dire que certains ont utilisé le modèle de Bannister en le simplifiant pour le mettre dans des applications, notamment TrainingPeaks, Noelio, voilà, des choses comme ça. Sauf que ça produit des courbes avec des intitulés qui sont pas très clairs, et on a des courbes qui bougent dans tous les sens, et pour la personne qui... Alors, j'ai jamais rencontré un athlète qui a utilisé ça, donc pour savoir comment il l'utilisait, comment il l'interprétait. Mais ça, c'est le genre d'application donc, qui a été faite sur le modèle de Bannister, mais le problème, c'était simplifié en le paramétrant, en prenant des données moyennes. Alors, comment est-ce que je dis? Moi, c'est on individualise les choses en recueillant les données de la performance. Après, l'application, ça voudrait dire, si on fait un suivi, alors il faudrait mesurer la performance pour pouvoir paramétrer le modèle avec les données individuelles pour éventuellement faire des simulations. Donc ça, c'est l'idée. Alors, j'avoue qu'on pas jusqu'au bout. Ce que j'ai fait à les dernières études, c'est de voir un petit peu si on fait ça, quelle est la qualité prédictive du modèle. C'est-à-dire que si on a, en fonction de l'historique, on est capable de paramétrer, on veut simuler ce qui va se passer à l'avenir, voir la qualité. Donc les derniers résultats montrent que la capacité prédictive est vraiment médiocre. Donc chez les nageurs, pour donner une idée, la précision, c'était 2 à 3%. 2 à 3%, c'est catastrophique. En gros, les variations qu'on observe, c'est-à-dire que, en gros, ça dit que ça monte quand ça doit monter, ça descend quand ça doit descendre, mais voilà, non. Donc c'est pas, la conclusion, c'est pas sûr. Les modèles sont trop simplistes pour pouvoir prédire. Et une des raisons importantes qu'on a évoquées au début, c'est que cette notion de charge d'entraînement ne tient pas compte de tout ce qu'il y a, de tout le contenu qui constitue la charge. Si le nageur, il va faire du vélo, ça va pas marcher. Ou s'il fait que du travail à haute intensité, pas suffisamment voilà, donc il y a ce qui constitue la charge, qui est vraiment un facteur essentiel dans les progrès. Et ça, c'est pas pris en compte dans les modèles, vu qu'on raisonne sur la charge globale. Voilà, donc les applications, c'est assez limité. Si l'idée, c'est ça, c'est de simuler l'avenir, ou bien c'est de manipuler l'entraînement pour essayer d'avoir atteint l'objectif donné en fonction du modèle. Ça, c'est trop risqué, ça marche pas. Ce que tu viens de dire dans la réponse, ça me fait penser ça me fait directement sauter sur la dernière rubrique de cet échange, la rubrique Gollum met la lumière sur. Gollum, c'est un partenaire de la saison 2 du podcast Courir mieux, avec des questions des auditeurs qui sont remontées. Et il y en a une que j'avais pas notée, donc je suis désolé, je te prends peut-être de court. Mais en fait, ce que tu viens de dire, ça soulève directement ça. Il y avait une question, c'était comment aucun des modèles de quantification de la charge ne prend en compte, par exemple, les charges un peu hebdomadaires, mentales, psychologiques qu'il peut avoir dans la charge d'entraînement. Donc, dans un monde parfait pour un athlète de haut niveau, la charge, ce côté-là, il est réduit, il a entre guillemets que à s'entraîner, tout va bien. Pour un athlète, entre guillemets, lambda ou semi-pro, avec une activité pro à côté, peut-être des activités familiales, etc., il y a d'autres choses qui rentrent dans la charge.
Ça me paraît presque surprenant que cette zone d'ombre n'ait jamais été comblée au niveau de la littérature. Est-ce que c'est normal, en fait, qu'il n'y ait jamais des facteurs externes à l'entraînement qui rentrent dans la quantification de la charge? Alors, est-ce que c'est normal je sais pas, parce que on travaille avec... quand on est entraîneur, on agit sur les charges d'entraînement et on réfléchit là-dessus, quoi. Et on n'a pas, disons, de pouvoir sur le reste, donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, quand on parle là, de planification d'entraînement, quand on parle de surentraînement, on est en cours aux étudiants, on insiste bien sur le contexte extérieur. Ces charges liées au travail, liées aux problèmes familiaux, liées à éventuellement des conflits qu'on peut avoir avec son entourage, tout ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte parce que on sait que c'est un stress supplémentaire qui s'ajoute au stress lié à l'entraînement et qui peut être cause de surentraînement. Voilà, donc c'est en prendre en compte, mais de là aller jusqu'à une quantification, c'est compliqué. Mais sinon, quand on parle aux étudiants, on dit il faut bien tenir au contexte. Quand on organise une semaine d'entraînement, oui, il faut prévoir comment répartir la charge, il faut prévoir des choses comme ça, mais il faut aussi tenir compte des contraintes professionnelles. Voilà, donc c'est... Voilà. Et de là jusqu'à une quantification, c'est vraiment très délicat. Pas délicat. Comment le quantifier ? Comment le quantifier ? Surtout il y a un caractère un peu imprévisible. Donc, on ne pourra pas le planifier, à moins qu'il y a des choses particulières qu'on va prendre en compte. Je ne sais pas, dans le travail, on sait qu'il y a une période assez lourde qui exige, je sais pas, plus de temps, ou on va peut-être prévoir un entraînement plus léger pour passer ce cap-là. Voilà. Mais hormis ça, ça va être un peu compliqué. Alors peut-être qu'il y a une solution à l'avenir qui est en train de développer, c'est d'utiliser, alors on va pas quantifier les choses, alors je sais pas si c'est des choses que tu as abordées dans d'autres podcasts, c'est l'utilisation de la variabilité de la fréquence cardiaque. La variabilité de la fréquence cardiaque, c'est quelque chose qui est sensible à toute forme de stress, que ça soit à la charge de travail à l'entraînement, que ça soit lié à la pression psychologique, que ça soit lié au manque de sommeil, que ça soit lié à une petite maladie qui fait que matin quand on se lève, on n'est pas très bien. Et certains utilisent, ça commence à se développer, d'utiliser ça pour y voir l'état de forme le matin et de modifier éventuellement l'entraînement qui est prévu en fonction de cette mesure. Sachant que ça, c'est pas spécifique au charge d'entraînement, ça tient compte en gros de tout. Alors de là à le mettre en œuvre, c'est compliqué, c'est comment faire les mesures, comment interpréter ces mesures pour adapter les charges et encore du travail, mais c'est des choses qui se développent. C'est des entraînements guidés par la mesure de la variabilité de la fréquence cardiaque. Et ça me semble assez pertinent et ça correspond à ce besoin-là. On va pas quantifier, mais on va voir aujourd'hui à quel état on est pour savoir s'il faut lever le pied ou au contraire, là, on peut faire une grosse séance. J'avais reçu Laurent Schmitt pour discuter un petit peu de la variabilité de la fréquence cardiaque et les personnes peuvent aller réécouter l'épisode qui est toujours disponible. Mais ça correspond à cette logique-là. Donc, on va pas chercher à quantifier, mais on va chercher de trouver une solution pour tenir compte de tout ce qui est externe à l'entraînement. Il y avait une autre question dans cette section. Peut-être que tu n'as pas la réponse. Est-ce que tu connais la fiabilité du Training Stress Score, le TSS, qui est une méthode de quantification proche de TRIMP, si je ne dis pas de bêtises, mais qui est utilisée dans des applications sportives. Est-ce que... C'est une chose. Donc, alors, j'ai rouvert justement pour vérifier. Training Stress Score, c'est la charge quotidienne d'entraînement qu'on évalue à partir soit des TRIMP de Ballister, soit de... Donc voilà, c'est un autre nom qui a été donné pour la charge quotidienne. Ok, donc en fait, la fiabilité du TSS, du Training Stress Score, sera exactement la même que la fiabilité de TRIMP. Oui, mais qu'on va l'utiliser pour quantifier la charge quotidienne. Et donc, dans ce genre d'application, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rajouté... Tout à l'heure, je parlais des applications là, qui étaient les formes simplifiées du modèle. C'est-à-dire qu'ils ont dissocié le Training Score, qui est la charge quotidienne, du cumul des charges avec les modèles type Ballister pour évaluer le training load, acute training load, qui correspond plus ou moins à la fatigue dans le modèle de Ballister. Et ils ont trouvé une petite équation mathématique pour calculer ce qu'ils ont appelé le chronic training load, qui est donc qui correspond un petit peu à les effets positifs. Donc, ils ont changé un peu les noms, mais derrière, c'est les mêmes choses. Et si l'application, tu penses à Nolio. Ouais, par exemple, Nolio, Suunto, Training Peaks, tout ça, ils utilisent par exemple le TSS. Voilà. Et Nolio, je crois qu'ils ont changé de nom. Mais derrière, c'est la même chose. Nolio, ils appellent ça... Alors moi, ce que j'ai vu,
fatigue court terme ou conditions physiques et l'effet à long terme. Donc derrière les mêmes, disons, concepts mathématiques, on peut avoir des noms un peu différents, mais derrière la logique, c'est ça, c'est cette notion de cumul rapide pour évaluer la fatigue en aigu, et cumul un peu plus progressif pour voir les effets positifs à plus long terme qui correspondent aux adaptations. Et derrière, c'est la logique de modèle de Bannister qu'on utilise, mais voilà, qui donne des scores en dehors des noms comme ça, un peu différents peut-être des termes d'origine. Ok. Et je te propose une dernière question dans cette section, avant qu'on conclue cet échange pour tout le monde. Je la trouvais intéressante parce que j'ai pas la réponse en fait. Comment la personne demandait comment gérer ou estimer sa charge d'entraînement quand on n'a absolument aucun capteur. J'ai pas de montre connectée, j'ai pas de fréquence cardiaque, à la limite j'ai peut-être la durée de mes séances, je peux avoir au moins un chronomètre. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais ? Ça me semblait complexe en fait comme réponse. Complexe. Je vois hier, je faisais dans un cours là où je partais un exemple là, de planification des charges d'entraînement. Ce qu'ils ont utilisé, un modèle très simple, qui reste très utilisé, c'est que l'entraîneur qui connaît bien sa discipline, il sait qu'aujourd'hui, c'était une charge élevée, ou moyenne, ou basse. Donc le seul moyen, par contre, il faut avoir l'expérience. Bien que la discipline ait bien d'expérience, ou que ce soit quelqu'un qui a sa propre expérience, il sait pour coter les séances. Alors, par contre, on met 4 niveaux, 5 niveaux, de bas qu'on récupère, moyen, haut et très haut, ou bien on suit ça dans les tableaux Excel, on met une astérisque, ou 2, ou 3, ou 4, et ça reste un outil qui est utilisé par beaucoup d'entraîneurs, et qui reste pertinent, mais par contre, voilà, il faut bien connaître sa discipline pour pouvoir bien coter. D'où l'intérêt aussi des RPE, c'est de vérifier que ce qu'on cote au plus haut, vous avez demandé les RPE, ça permet de vérifier que ce que l'entraîneur dit qu'il pense être très haut ou moyen, si ça correspond bien au ressenti des athlètes. Donc les RPE, ça permet aussi peut-être d'affiner les choses ou de vérifier que ce soit cohérent. Ou bien quand on invente une nouvelle séance un peu nouvelle, on ne sait pas comment elle va être perçue, cette RPE, ça va permettre d'étalonner ce genre de séance pour savoir si ça correspond dans ce code-là, etc. Mais à part quelque chose de simple, très subjectif, de ce type, en cotant de 1 à 4 niveaux, 5 niveaux, pour aller au-delà, parce que là, ça devient compliqué. C'est la seule solution que je trouve et qui reste très utilisée en pratique, à mon avis. Thierry, je te remercie beaucoup pour la réponse à toutes les questions que j'avais. Je vais encore prendre un petit moment avec toi d'échange pour les abonnés Patreon. On va parler de comment la tolérance de la charge évolue au cours du temps. On va parler des week-end shocks, par exemple en trail. Mais pour le tout public, je propose d'arrêter ici. Est-ce que, si on veut suivre globalement tes publications et ton activité scientifique, où est-ce qu'on peut retrouver un peu tout ça ? Tu as une page, par exemple, ResearchGate ? Oui, bien sûr. Je passe sur ResearchGate où j'ai les publications, les articles scientifiques. Mais c'est vrai que j'avoue, j'ai pas beaucoup d'articles un peu de vulgarisation qui rentrent un peu plus dans le détail, là, sur l'aspect pratique, là, comme on a fait aujourd'hui. C'est une publication scientifique. Ouais, super. Écoute, je mettrai le lien en description. On va dans cette petite partie Patreon, mais pour les abonnés, pour les auditeurs tout public, on va dire, je te remercie déjà beaucoup de tout ce que tu nous as apporté. C'était un plaisir. Voilà, c'est tout pour cet épisode sur la charge d'entraînement avec Thierry Busseau. Je remercie Fort Endurance, mon partenaire nutrition qui soutient la saison 2 du podcast Courir Mieux. Fort Endurance, c'est un ensemble de produits énergétiques de qualité dont plusieurs gammes sont composées en respectant les recommandations de la science et que j'utilise personnellement. Cette semaine, je vous invite à aller découvrir l'assortiment de barres qu'il propose avec une réduction en lot qui contient quasiment toutes celles que j'utilise, dont les gommes Energy Chew que moi j'apprécie particulièrement car il n'y a pas vraiment besoin de les mâcher. Le lien vers le site de Fort Endurance est en description de l'épisode. Je remercie également à nouveau les autres partenaires du podcast Courir Mieux qui rendent ces épisodes possibles, à savoir Gollum, Suunto et Wise. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à noter le podcast, à me rejoindre sur Instagram, à faire un tour sur le site et, si vous êtes curieux, à vous abonner au Patreon de Courir Mieux où vous retrouverez des contenus exclusifs comme cet échange avec Thierry pour aller encore plus loin sur le sujet et la prochaine fois poser vos propres questions à mon invité. On se retrouve la semaine prochaine avec un épisode un peu particulier où je recevrai Marlène Giandolini, sport scientist chez Salomon, pour discuter de ses publications passionnantes dans des journaux de haut niveau et de son rôle dans le développement produit d'une si grande marque. Et d'ici là, n'oubliez pas que selon Edwards Deming, sans donner à l'appui, nous ne sommes qu'une personne de plus avec une opinion.